Salut à tous, dans cette courte projection, on va nous entretenir d'un thème d'extrême importance qui n'admet ni les raisonnements faciles ni les explications formulées à la hâte. Or, il nécessite un maximum d'intérêt et de réflexion. C'est ainsi dans ce sens que je me suis permis, plutôt que j'ai osé choisir certains axes que j'ai trouvés sine qua non sur lesquels on va s'appuyer pour, je dirais, mieux le décortiquer et essayer de l'appréhender intelligemment. Ce ne serait qu'un thème, un sujet dénommé la politique économique. Bien évidemment, le fonctionnement du marché, de façon naturelle et spontanée, ne permet pas toujours d'aboutir à une situation d'équilibre satisfaisante, raison pour laquelle l'intervention de l'État devient alors nécessaire pour réguler l'économie et maintenir la situation favorable. Sans nul doute, cette intervention ne s'effectue pas à tort et à travers, mais via une politique économique. La politique économique désigne un ensemble de décisions cohérentes prises par les pouvoirs publics, les autorités, enfin l'État, afin d'atteindre, grâce à de divers instruments, certains objectifs concernant la situation économique. La politique économique vise à court terme un certain nombre d'objectifs, à savoir la croissance, la stabilité des prix, le plein emploi et ainsi de suite, qui sont en réalité des étapes temporaires menant à des finalités. Les dites finalités de la politique économique, ce sont des objectifs à long terme et qui sont de nature politique et sociale, recherchés par les pouvoirs publics, tels que la cohésion, autrement dit la solidarité sociale, la justice sociale, en d'autres mots la réduction des inégalités, l'amélioration du niveau de vie, et ainsi de suite. Les objectifs économiques visent à traduire ces finalités dans des grandeurs mesurables telles que le taux de chômage, le taux de croissance, le revenu par tête, etc. Cela veut dire que les objectifs économiques s'incarnent dans des indicateurs et ces indicateurs à leur rôle reflètent les finalités. Je vais vous donner un exemple simple illustrant le schéma. La stabilité des prix est un objectif économique de court terme qui s'incarne ou qui se traduit par l'indicateur taux d'inflation. Et bien évidemment, à partir de ce taux d'inflation, on peut se prononcer est-ce que la finalité ou les finalités inhérentes sont atteintes. Si le taux d'inflation est faible, on peut parler de justice sociale et de niveau de vie amélioré, puisque le pouvoir d'achat des personnes est conservé, notamment celui des personnes dont le revenu est fixe ou qui ne varie pas proportionnellement avec l'augmentation du taux d'inflation. Je fais un pas en arrière en disant que les objectifs économiques visent à traduire les finalités dans des grandeurs mesurables. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'il existe de très nombreux objectifs, mais on résume souvent les 4 principaux objectifs à l'aide d'une représentation graphique appelée carré magique et due à l'économiste britannique Nicolas Kaldor. Ces 4 objectifs sont l'emploi, la croissance, la stabilité des prix et l'équilibre extérieur. Autrement dit, une balance extérieure équilibrée. Le schéma que vous voyez sur le diapo présente les 4 indicateurs propres à ces objectifs. Sur l'axe des ordonnées, on trouve en haut la croissance mesurée par le taux de croissance en pourcentage du PIB. Dans ce domaine, l'objectif de l'État est de favoriser une croissance élevée et inscrite dans le temps. En bas, il y a la stabilité des prix, traduite par le taux d'inflation. Ici, il s'agit pour l'État de garantir le maintien du pouvoir d'achat des agents économiques en luttant contre l'inflation. Sur l'axe des abscisses, à gauche, l'objectif recherché est l'emploi. Évalué par le taux de chômage, ici, l'État va aider directement ou indirectement à créer des emplois. À droite, c'est l'équilibre extérieur, indiqué par le solde de la balance des paiements. On peut alors prendre pour un pays ou une série de pays ces 4 indicateurs et les faire figurer sur le schéma. En rejoignant les points, on obtient un quadrilatère. Ce dernier représente d'autant mieux une situation favorable qu'il est proche du carré magique. Autrement dit, à mesure que la surface du quadrilatère se réduit, la situation économique se dégrade. Ce carré est qualifié de magique car irréalisable. Dans la réalité, il est difficile d'atteindre simultanément les 4 objectifs de la politique économique. Une forte croissance avec un faible chômage, une faible inflation et une balance commerciale équilibrée. En effet, la politique économique consiste à faire des choix. Il faut choisir des objectifs
Puis, il faut choisir des instruments cohérents avec ces objectifs. Mais les autorités ne sont pas totalement libres de choisir car elles doivent respecter un certain nombre de contraintes. La contrainte majeure est que certains objectifs de la politique économique sont contradictoires. Et je vais vous donner deux exemples susceptibles de clarifier cette contrainte. Pour rétablir le plein emploi, on applique une politique de relance de l'activité économique, en baissant par exemple les impôts, ce qui fait le pouvoir d'achat va augmenter. Mais ce nouveau pouvoir d'achat profite d'abord aux entreprises étrangères, car l'appareil de production intérieure ne réagit pas assez rapidement à l'augmentation de la demande. En définitive, on réduit le chômage, mais on s'éloigne de l'équilibre extérieur. Et voilà le raisonnement. Lorsque les impôts baissent, le coût de production des entreprises diminue, ce qui fait les entreprises embauchent des travailleurs supplémentaires. Donc le chômage baisse. Dans ce cas, le pouvoir d'achat augmente et suivant cette augmentation, la demande dépasse l'offre. Et pour satisfaire cette demande excessive, l'État fait recours à l'importation. Ce qui fait l'importation augmente et dépasse l'exportation. Et par conséquent, la balance extérieure perd son équilibre. La théorie économique et l'histoire économique des années 60 et 70 ont mis en évidence un conflit entre recherche d'emploi, c'est-à-dire lutte contre le chômage, et recherche de la stabilité des prix, ou lutte contre l'inflation. Connu sous le nom de la courbe de Phillips, ce conflit montre qu'on ne peut pas choisir qu'une seule de ces politiques. Soit on choisit la lutte contre le chômage, politique de relance par exemple, mais on obtient dans le même temps une hausse du taux d'inflation. Soit on choisit de lutter contre l'inflation, mais cette politique réussit au prix d'une aggravation du chômage. Et voilà le raisonnement de la courbe de Phillips. Lorsqu'on a le plein emploi, c'est-à-dire le taux de chômage est faible, ici les salariés se trouvent dans une position de force pour demander une augmentation des salaires. C'est normal, c'est le caractère insatiable des besoins humains. Une fois un besoin est déjà satisfait, d'autres besoins se manifestent. C'est la même chose ici, on a la quasi-totalité de la population active a déjà un emploi, donc il va demander une autre chose, c'est l'augmentation des salaires. Et puisqu'ils sont dans une position de force, les entreprises vont accepter cette demande. Donc le salaire augmente et par la suite le pouvoir d'achat va augmenter, entraînant une augmentation de la demande. On aura donc une demande qui est excessive par rapport à l'offre, ce qui explique une inflation par la demande. Et voilà, comme vous le voyez, un taux de chômage faible, mais en contrepartie, on aura un taux d'inflation élevé. On oppose souvent la politique conjoncturelle dans l'horizon et le court terme, et la politique structurelle dont les effets se font ressentir à moyen et long terme. Dès lors, la politique conjoncturelle cherchait à maintenir ou à rétablir ce que l'on nomme parfois les grands équilibres, c'est-à-dire les 4 objectifs du carré magique. La politique conjoncturelle utilise des instruments pour atteindre ces objectifs, à savoir la politique budgétaire, monétaire, fiscale, etc. La politique structurelle cherchait en revanche à améliorer les structures et les bases de l'économie. On cite parmi les politiques structurelles la politique de la recherche, la politique des transports, la politique industrielle, la politique agricole et ainsi de suite. Pour récapituler, on a dit d'une part que la politique conjoncturelle, c'est une action de l'État à court terme sur les grands équilibres. De l'autre, la politique structurelle, c'est l'action de l'État pour modifier en profondeur et durablement les structures de l'économie. Jusque-là, je m'arrête, je dis merci. Aussi, je me permets de dire qu'on serait captif d'une attention d'acceptation et de vouloir partager un processus de vidéo qui n'a fait que commencer. Ça sera passionnant de détecter chez vous une attente consciente et passionnée à la deuxième vidéo dans laquelle on va décortiquer minutieusement les principales politiques conjoncturelles, à savoir la politique monétaire, la politique budgétaire, de change et d'emploi.